Dans quelques jours, le Congo va célébrer ses 62 ans d'indépendance, acquise le 15 août 1960. Suite à cet événement, mesdames, messieurs, nous recevons sur ce plateau le docteur Marcel Guitoukulu, homme politique congolais, président du parti Le Congrès du Peuple. Président, bonjour. Bonjour. Le Congo va célébrer ses 62 ans d'indépendance. Que présente pour vous cet événement? Merci beaucoup de me donner l'occasion d'évoquer avec vous un pan de l'histoire nationale, l'indépendance. C'est vrai que nous sommes dans cette période de commémoration, mais c'est aussi l'occasion de rendre un vibrant hommage à ceux que nous appelons affectueusement les pères de l'indépendance, qui ont sacrifié leur jeunesse, qui ont dépensé tant d'énergie pour nous donner et nous léguer la liberté. Mais il n'y a pas que les pères de l'indépendance. Il faut savoir que l'indépendance, c'est un process qu'il faut bâtir, qu'il faut construire, et que chacun doit pouvoir s'approprier ce process et en faire usage chaque fois que de besoin. Malheureusement, du jour au lendemain où nous sommes devenus indépendants, nombreux de nos compatriotes, en usant leur droit d'expression, ont subi les affres de certains de leurs propres frères qui étaient aux affaires. Il y en a qui ont malheureusement perdu la vie. Je pense au président Massamba Deba, au président Marien Ngouabi, je pense au cardinal Émile Biaganda, et d'autres ont été malheureusement et malencontreusement privés de liberté. Le cas le plus récent, c'est celui de l'éminent général Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, en ayant ainsi passé au crible ces événements, c'est pour moi l'occasion de dire que aujourd'hui, les Congolais doivent aborder la question de cette histoire d'indépendance de manière différente. Pour moi, ce n'est plus une commémoration, mais plutôt en cassant un peu les us et coutumes et les codes habituels, j'invite les Congolais à se poser les bonnes questions, à se concentrer et surtout à se donner à une profonde méditation sur ce que nous avons fait de cette liberté. Nombreux admettent, Président, que ce n'était pas une véritable indépendance, que c'était juste un symbole, dit-on. Que pensez-vous de cette assertion? Évoquer l'indépendance, c'est raconter aux générations contemporaines l'histoire d'un peuple, celui du Congo, qui voulait construire une nation complètement au service de son destin et qui voulait donc vivre dans un état de droit. On ne peut pas dire que parce que l'indépendance n'était que nominale, que nous n'étions pas indépendants. C'était à l'élite, et c'est toujours à l'élite politique congolaise, de faire bon usage de ce legs des pères de l'indépendance. On ne peut pas jeter la pierre sur ceux qui ont œuvré pour cette liberté. Ils ont fait avec plus ou moins de succès ou de réussite, mais ils ont le mérite de l'avoir fait. Et c'est aux successeurs de pouvoir prendre en main les destins du pays et de construire un état de droit qui réponde aux attentes du peuple congolais conformément à la déclaration de notre indépendance. Alors, quel bilan nous avons une devise nationale oui, Président, qui est fondée sur l'unité, le travail, le progrès, et c'est ce que les Congolais attendent depuis le jour de l'indépendance à aujourd'hui. Quel bilan comparé présentez-vous pour ce pays en 62 ans d'indépendance? Le Congo a connu 80 ans de colonisation. Le contact avec la métropole s'établit autour de 1880. Le colon, pour des besoins d'exploitation, a fini par bâtir quelque chose qui ressemble à un sous-développement. Donc, il y a la phase d'occupation, il y a eu la phase de création des sociétés de concession dont le but était de pouvoir exploiter les matières premières. À l'époque, c'était l'ivoire et le caoutchouc. Ces sociétés concessionnaires ont évolué jusqu'à l'ère de l'économie de traite où on commençait à jeter les bases d'une industrialisation minimale en développant des infrastructures,
qu'elles soient routières, qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient fluviales, des écoles, des hôpitaux et des dispensaires. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le territoire du Moyen-Congo connaît un essor qui fait donc un appel d'air aux sociétés et aux capitaux privés pour pouvoir investir sur ce territoire. Il y a un plan décennal qui avait été établi à cette époque, qui avait coûté 51 235 000 francs de l'époque, et ce plan avait permis de dépenser 77% dans le secteur économique, 23% dans le secteur social et le reste dans le domaine agricole. Et ce plan a permis d'améliorer la circulation des marchandises et donc d'apporter du grain à moudre aux colons. Il a fini par nous le léguer le 15 août 60 par le biais de ce qu'on appelait l'indépendance nominale. Lorsque nous héritons de cet apport colonial, qu'en est-il exactement? Nous héritons des sociétés comme la Siane, qui s'était lancée dans la culture de la canne à sucre et la fabrication du sucre. Nous héritons des sociétés comme CFHBC, dans l'exploitation forestière et la commercialisation du bois. Mais nous héritons également de la formation intellectuelle pour avoir des cadres qui puissent être capables de conduire le pays de l'avant. Il y a eu une période, en tout cas les 3 premières années de l'indépendance, qu'on peut considérer comme une période d'intermède néocolonial. Et puis, à partir de 63 jusqu'en 77 à peu près, nous avons connu un changement de modèle politique. Nous avons laissé de côté le cheminement tracé pour l'état de droit et la démocratie pour opter en faveur du marxisme-léninisme et du socialisme, mais que nous avons malheureusement construit à la sauce congolaise, qui s'est transformée subrepticement en État néo-patrimonial, qui, au lieu de s'appuyer sur un État fort, des institutions fortes, s'est appuyé sur des régimes arborant des hommes forts qui n'ont de cesse de recruter dans leur cercle, si ce n'est pas la famille, c'est les amis, si ce n'est pas les amis, c'est les courtisans, pour pouvoir asseoir un pouvoir absolu et qu'ils gèrent à leur guise, décidant de la vie ou de la mort de tel ou tel autre. Ça, c'est la dominante politique. Et sur le plan économique, nous avons fait le choix d'un secteur économique étatique dispendieux et qui a coûté beaucoup d'argent au pays. Dans tous les cas, quel que soit le modèle politique choisi, quel que soit le système économique adopté, la réalité est que c'est l'homme qui est au centre de la construction à la fois des institutions, mais également de l'économie. Si les hommes ne sont pas porteurs de valeurs, quoi que l'on fasse, la dérive y est. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Parce que même le peu que nous avons hérité du colonialisme, nous n'avons pu l'entretenir. Bien au contraire, nous avons tout saccagé. Le barrage du Djoué, par exemple, nous l'héritons du colon. Le chemin de fer Congo-Océan est construit. Toutes les gares étaient reliées par une ligne téléphonique. À partir des années 1940, il y avait déjà une liaison télégraphique entre Brazzaville et Paris en passant par Pointe-Noire par le biais d'un câble sous-marin. L'hôpital général était un hôpital construit par les colons et qui a rendu d'énormes services au pays. Qu'en avons-nous fait aujourd'hui? Vous voyez donc que lorsque on met bout à bout le passé et le présent, on est en droit de dire les Congolais ont malheureusement réussi un tour de passe-passe inattendu. Celui d'amener à la nostalgie
bon nombre de nos anciens qui ont connu le colonialisme et qui pensent que c'était bien mieux qu'aujourd'hui. Mais en vérité, c'est pas tant que c'était bien mieux, parce que lorsqu'on repense aux impôts indigènes et à la capitation, ce n'était pas de la joie. Mais ce que les fils du Congo ont fait en 62 ans d'indépendance, et surtout à partir de 77, avec l'avènement du système qui gouverne aujourd'hui, je pense que c'est encore pire. Nous avons substitué le colonialisme métropolitain, le néocolonialisme, par un colonialisme national. Et ce colonialisme national nous gouverne à coups de slogans. Tenez, dans le cadre de cette commémoration de l'indépendance, on nous dit le thème, c'est la marche vers le développement. Mais gouverner comme ils l'ont fait il y a 40 ans n'est plus possible, parce que le peuple a pris conscience de sa souffrance, de sa douleur. Nous n'étions pas voués à livrer notre santé aux charlatans, puisque l'hôpital général à l'époque, ou les dispensaires comme Dicita à Bakongo et Mambamampelo vers Potopoto répondaient largement aux besoins des compatriotes. On y est arrivé, ce n'était pas une ordonnance, c'était une prise en charge complète. Nous n'étions pas non plus appelés à passer tout notre temps dans les Nganda en train de s'empiffrer d'alcool. Mais en fait, tout ceci est fait exprès pour ne pas nous laisser le champ de la réflexion, pour ne pas nous laisser la possibilité de réclamer notre dû. À qui incombe donc le régime actuel, qui ne le sait pas, qu'il a failli. Le régime actuel, qui ne le sait pas, que au sommet même de l'État, il y a soupçon de délinquance financière, alors que les populations sont dans une souffrance innommable. Tenez, depuis 1977, ce que l'on peut retenir du système actuel, c'est l'endettement. Dans les années 85, grave crise financière, nous sommes obligés de recourir au Fonds monétaire international. Pour les plus anciens, ils se rappellent très bien des programmes d'ajustement structurel. Mais pendant la même période, que n'avons-nous entendu comme slogan? Que n'avons-nous entendu comme slogan? Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Mais qu'en est-il? Cette indépendance profite-t-elle au peuple congolais? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Mais cette indépendance ne peut pas profiter au peuple congolais parce que cette indépendance est confisquée par une petite élite politique du pays qui en fait son bonheur au détriment de l'intérêt général. Comment peut-on être si convaincu de gouverner pour le peuple lorsque ce dernier croule dans une misère? Les salaires, les retraites, n'en parlons pas, et avec ça, on peut se glorifier de cheminer vers le développement. Mais de quel développement parle-t-on? Oui, le développement des sociétés écrans, certainement. Oui, le développement des comptes bancaires cachés à l'étranger, certainement. Tout ce que nous connaissons de ce pays aujourd'hui, c'est que les Congolais sont à la recherche d'un nouveau souffle. On veut bâtir une histoire nouvelle. On veut entraîner les Congolais dans l'espérance nouvelle. On veut les entraîner dans une société nouvelle, au service du peuple. À qui incombe donc la responsabilité de ce bilan? Cette responsabilité incombe à l'homme politique ou au citoyen lambda? Je dis que c'est une responsabilité partagée. Je m'explique. Lorsque l'exemple vient d'en haut, mais le citoyen en bas est bien obligé de vivre. Il est bien obligé de s'adapter. Mais le citoyen s'adapte de quelle manière? Le citoyen s'adapte par la corruption. Le citoyen est obligé de vivre
de racket. Le médecin, pour prendre en charge un douanier, va lui demander les dessous de table. Je suis désolé, c'est un peu ce qui existe. Mais ce comportement de subsistance, en fait, ne crée qu'une situation qui permet au système de perdurer. Et d'ailleurs, vous remarquerez que jamais sanction il y a. Pourquoi? Mais c'est tout simplement une sorte de corruption passive pour que plus jamais personne ne puisse embêter le système. Nombreux estiment que le pétrole est la malédiction du Congo. Est-ce votre avis? Mais bien sûr que c'est notre avis. Notre pays, malheureusement, n'a pas su diversifier son économie et on vit comme à l'époque ancestrale de pêche et de cueillette. Le pétrole est le seul produit qui nous apporte des devises extérieures. À près de 80 ou 85%, le pétrole alimente le PIB national. Mais cet argent, qu'est-ce qu'on en fait? C'est notre malheur parce que, avec la volatilité des prix du pétrole, du baril du pétrole, et nous dépensons n'importe comment, et lorsque c'est la période des vaches maigres, on se retrouve avec des dettes. C'est la situation actuelle. Il faut que l'on s'oriente vers d'autres ressources qui permettent au pays de pouvoir avoir des devises pour financer les projets qui nous tiennent à cœur. Une idée de fête tournante de façon à accélérer le développement de l'arrière-pays. C'est très bien. Mais regardez combien d'argent nous avons englouti dans ces programmes qui n'ont jamais été audités. Pourquoi tant de gâchis? On nous a même dit qu'il y a eu 14 000 milliards qu'on a mis de côté pour assurer la décence des générations futures. Mais où sont passés ces 14 000 milliards? Mais le peuple a le droit de savoir. Et si vous étiez demandé de faire redorer le blason de la bonne gestion à ce pays, par quoi commencerez-vous? Au niveau du Congrès du peuple, nous avons beaucoup réfléchi sur la question. On n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Que le bonheur qui est le nôtre ne peut être qu'un bonheur en commun. C'est l'esprit de Ubuntu, vous voyez. Je suis parce que vous êtes. Et donc, nous sommes. Si nous n'avons pas ce sentiment, donc si nous ne faisons pas l'effort de cette révolution de mentalité pour qu'on comprenne que tous les comportements égoïstes qui sont les nôtres vont dans le mauvais sens, ce pays, on ne pourra jamais le redresser. Et c'est pour ça que je critique vertement tous ces salaires fonctionnels qui sont distribués aux députés, aux ministres, aux maires. Regardez le phénomène des bébés noirs. Est-ce que seulement les parlementaires se sont penchés sur la question pour trouver des solutions définitives à ça? Nous sommes un pays riche. Vous avez parlé du pétrole tout à l'heure, mais personne n'en voit jamais la couleur, à part les sommités. Regardez comment vivent les Congolais. Il faut donner à chacun la possibilité de se réaliser. Dans le cadre des industries extractives comme le pétrole, la potassiana, le cuivre, l'or, etc., que toutes ces richesses qui sont extraites du sous-sol, que les Congolais puissent en bénéficier. Mais de quelle manière? Eh bien, nous sommes pour que, à chaque fin d'année, il y ait une participation aux bénéfices du peuple congolais. Donc, chaque famille doit pouvoir recevoir un chèque du gouvernement. Je ne sais pas de quel montant, les économistes se pencheront sur la question, mais en tout cas, on veut avoir le sentiment que nous comptons. Pour terminer, avez-vous une dernière évocation? Oui, j'ai même deux évocations. La première sensibilise la population sur d'éventuels changements qui peuvent intervenir dans le cadre de l'administration publique. Mais la réforme de l'État, elle est administrative, elle est aussi politique. Qu'on change la façon de gérer l'administration, il n'y a pas de problème. Mais attention,
il ne faut pas qu'on nous utilise cette réforme pour nous pousser vers un nouveau changement de la lettre constitutionnelle. Et j'attire l'attention des autorités là-dessus. Enfin, je vais terminer par nous avons notre indépendance, donc on nous garantit des libertés qui sont expressives, qui sont politiques, qui sont financières, qui sont culturelles. Chacun a le droit de croire à ce qu'il veut tout en respectant les limites des uns et des autres. Je m'adresse à ceux qu'on appelle les frères de lumière, qui sont aujourd'hui arrivés au sommet de l'État et qui malheureusement ne se comportent pas de façon exemplaire et qui sont aujourd'hui la risée de l'ensemble du peuple congolais. Je leur demande de se ressaisir pour le bonheur de l'humanité, c'est-à-dire du peuple congolais. Merci. Je rappelle que vous êtes homme politique congolais, président du parti Le Congrès du Peuple, et nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Et évidemment, je ne vais pas souhaiter bonne fête aux Congolais, je leur demande plutôt une profonde méditation. Merci beaucoup.